Il était une fois, au cœur d'une Afrique ancienne, dans un pays sans nom, mais que les esprits n'ont jamais oublié. Un village battu par les vents du fleuve, caché entre les arbres, protégé par les chants des ancêtres. Un endroit où la terre parle encore, où les rivières ont des yeux, et où les femmes ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. On appelait ce lieu Ebongwe. Un village paisible, où les hommes travaillaient la terre, les femmes tissaient la vie, et les enfants couraient libres sous le ciel rouge du soir. Mais au bord de l'eau, à l'ombre des palmiers tordus par le temps, vivait une fille que personne ne comprenait. Son nom? Certains disaient Yéné, d'autres disaient qu'elle n'avait pas de nom, qu'elle était née du fleuve lui-même, le jour où l'orage avait grondé sans pluie. Une chose était sûre. Elle était trop belle. Beaucoup trop belle. Sa peau brillait comme l'écorce mouillée d'un manguier sous la lune. Ses yeux, larges et profonds, semblaient faits d'éclats d'étoiles. Ses cheveux tombaient comme des serpents de nuit. Et sa démarche faisait taire les tambours eux-mêmes. Yéné ne riait jamais. Elle ne parlait à personne. Mais elle était toujours là. Assise sur un rocher plat, au bord du fleuve. Tous les jours. Toujours à la même heure, quand le soleil commence à se coucher. Quand les ombres deviennent longues et que les coqs se taisent. Les hommes du village, jeunes comme vieux, venaient la regarder de loin. Certains tentaient de lui parler. D'autres osaient lui offrir des perles, des poissons, du miel. Mais jamais elle ne répondait. Elle les regardait simplement, avec ce regard profond, glissant, comme si elle voyait à l'intérieur de leur âme. Et qu'elle n'y trouvait que de la faiblesse. Et puis, un à un, les hommes ont commencé à disparaître. Sans cri, sans trace. Juste, partis. Certains disaient qu'ils avaient fui le village pour une vie meilleure. Mais les anciens savaient. Ils sentaient la présence d'un mystère. Quelque chose d'ancien, d'humide, de froid. Quelque chose qui venait de l'eau. Les femmes du village baissaient les yeux quand on parlait d'elle. Elles disaient « Ce n'est pas une fille. C'est une chose. Une malédiction. Une mamiwata. » Et pourtant, malgré la peur, malgré les avertissements, chaque jour, un nouvel homme retournait au bord du fleuve. Attiré, hypnotisé, perdu. Et chaque jour, Yéné était là. Belle comme un piège. Muette comme une tombe. Mais toujours affamée. Car ce que personne ne savait encore, c'est qu'elle ne venait pas seule. Non. Chaque nuit, quand le village dormait, Yéné retournait dans l'eau. Là-bas, sous la surface, dans l'obscurité liquide. Une tribu entière l'attendait. Une tribu de femmes serpents. Des créatures nées du silence, nourries par les cœurs d'hommes. Elle l'appelait leur sœur. Elle l'appelait la porteuse. Celle qui ouvrait le chemin entre les mondes. Celle qui ramenait la viande. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est qu'un jour, un homme résisterait, et que ce choix ferait trembler les eaux. Le silence, dans certains villages, n'est jamais vide. Il est habité. Habité par les regards, les souvenirs, les murmures qu'on n'ose pas prononcer à voix haute. Et à Ebongwe, le silence grandissait, chaque jour un peu plus. Le premier à disparaître, ce fut Moussa, un pêcheur connu pour ses bras solides et ses plaisanteries. Il disait toujours « Si cette fille-là veut me manger, qu'elle commence par goûter à mon rire. » Mais un soir, il ne rentra pas. Son piroguier retrouva sa pagaie flottant à l'embouchure du fleuve. Pas de sang, pas de traces de lutte. Rien. Comme si la rivière l'avait simplement avalé. On fit des rituels. On appela le marabout. On sacrifia une chèvre noire au bord de l'eau. Mais le fleuve, ce jour-là, restait calme. Trop calme. Yéné, elle, était toujours là. Assise. Muette. Belle comme la mort. Le deuxième à disparaître fut Chambo, un jeune apprenti forgeron qui rêvait de quitter le village pour la grande ville. On le vit pour la dernière fois en train de parler à Yéné. Il s'était approché plus près que les autres. Il lui avait tendu un collier fait de petites dents de lion. Elle l'avait pris entre ses doigts. Et pour la première fois, elle avait souri. Ce sourire. Personne ne l'oublia jamais. Un sourire lent, profond, qui faisait oublier où l'on se trouvait. Un sourire qu'on imagine doux, mais qui sentait déjà la fin. Le lendemain, il ne vint pas à la forge. On le chercha partout. Dans les cases, dans les hautes herbes, jusqu'au marché de la rivière. On trouva seulement son collier. Accroché à une branche au bord de l'eau, trempé de nuit. 3, puis 4. Puis cet homme disparurent. Toujours jeune. Toujours vigoureux. Toujours ceux qui tournaient un peu trop près de la fille des eaux. Certains se moquaient encore. Ils disaient «
C'est juste une fille qui aime qu'on la désire. Les hommes sont fous, c'est tout. Mais les vieux savaient. Ils observaient. Et dans leurs yeux fatigués, il y avait la mémoire d'anciens drames. D'autres histoires, oubliées, étouffées. Des histoires de femmes aux pieds froids, au regard trop lointain. Des histoires qu'on ne raconte qu'à la nuit tombée. La mère de Moussa perdit la tête. Elle se mit à tourner autour de la case de Yéné, en chantant des chansons de mort. Mais Yéné ne sortait jamais. Elle ne vivait nulle part. Personne ne savait où elle dormait, ni ce qu'elle mangeait. Elle apparaissait simplement. À la même heure. Au même endroit. Comme une statue vivante, offerte au fleuve. Le chef du village, inquiet, convoqua les anciens. Ils se réunirent dans la case des palabres, sous un grand baobab dont les racines remontaient jusqu'aux entrailles de la terre. Le vieux Mbombo, doyen des esprits, prit la parole. Sa voix était rauque, comme le bois sec qui craque sous la pluie. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une fille. C'est l'eau qui a pris forme pour goûter à la chair des hommes. Une mamiwata, c'est comme le feu, si tu la regardes trop longtemps, tu oublies que tu brûles. Mais le plus étrange, c'est que malgré les disparitions, malgré la peur, les hommes ne pouvaient s'empêcher de retourner au fleuve. Certains allaient en cachette, tôt le matin, tard le soir, toujours avec l'espoir qu'elle leur parlerait, qu'elle les toucherait, qu'elle les choisirait. C'était comme une fièvre, comme une maladie. Yéné ne faisait rien pour les attirer. Mais elle n'avait pas besoin de le faire. Sa simple présence suffisait. Elle n'existait pas comme les autres femmes. Elle était un appel. Un soir, le jeune Amadou, fils du guérisseur, jura qu'il avait vu quelque chose. Il disait qu'il avait regardé Yéné pendant qu'elle plongeait dans l'eau. Et que ce qu'il avait vu n'était pas humain. Elle n'a pas de pieds, disait-il. Elle a une queue, longue, couverte d'écailles. Et des ombres l'ont suivie sous l'eau. Comme des sœurs. Des formes, comme des serpents. Comme des femmes, qui rampaient dans le silence. Mais personne ne le crut. On dit qu'il avait bu du vin de palme trop fort. Qu'il avait rêvé. Qu'il mentait. Jusqu'au jour où lui aussi disparut. Et là, le village commença à se diviser. Les femmes, furieuses, allèrent voir le chef. Elles exigèrent qu'on chasse Yéné. Qu'on l'interroge. Qu'on la force à parler. Mais comment interroger une femme qui n'a pas de case? Qui n'a pas de famille? Qui n'a jamais dit un mot à personne? Où vit-on une personne qui ne dort jamais, ne mange jamais, et ne cligne jamais des yeux? On envoya 3 hommes forts, guidés par un prêtre du village. Ils vinrent au bord du fleuve, armés de bâtons et de talismans. Ils lui ordonnèrent de se lever, de parler, de quitter le village. Mais Yéné se contenta de les regarder. Sans un mot. Ses yeux devinrent noirs. Noirs comme la nuit sans lune. Noirs comme l'eau quand elle avale un enfant. Les hommes reculèrent. Le prêtre tomba à genoux, vomit de la bile, puis s'évanouit. Les autres fuirent sans se retourner. Depuis ce jour, plus personne ne s'approcha d'elle de force. Mais les disparitions continuèrent. Discrètes. Étranges. Insoutenables. Le fleuve, jadis joyeux, devint un lieu maudit. On n'y lavait plus les vêtements. On n'y pêchait plus. Même les crocodiles semblaient l'éviter. Et au bord, toujours là, comme une énigme qui se moque de ceux qui veulent la résoudre. Yéné restait assise. Les pieds dans l'eau. Le regard ailleurs. Comme si elle écoutait un chant que personne d'autre n'entendait. Un chant venu du fond. Car sous la surface, là où la lumière ne pénètre pas, quelque chose attendait. Quelque chose de patient. Quelque chose de fin. Et bientôt, cette chose allait parler. Dans tout village africain ancien, quand la science des hommes échoue, quand les muscles ne suffisent plus, quand le feu ne fait pas fuir l'ombre, alors, on retourne vers ceux qui savent. À Ebongoué, c'est ceux qui savent. On les appelait les gardiens du nom oublié. Des anciens. Silencieux. Vêtus de coton blanc. Leurs visages creusés par les ans. Leurs regards plantés dans l'invisible. Ils ne parlaient jamais pendant les palabres. Mais quand l'invisible frappait, c'est à eux qu'on courait. Et ce jour-là, après la 11e disparition, les tambours ne parlèrent plus. Le silence devint trop lourd. Trop dense. Trop épais. Alors le chef fit ce que ses pères lui avaient interdit de faire. Il marcha jusqu'au vieux temple de terre rouge. Là où les arbres ne chantent plus. Il y frappa 3 fois. Une main ridée ouvrit. Et le plus vieux des anciens apparut. Son nom était Ekone. On disait qu'il était plus vieux que le village. Qu'il avait vu l'eau devenir fleuve.
et que sous ses pieds, la terre retenait des secrets qui n'osaient plus remonter. Le chef s'agenouilla et dit simplement « Elle est revenue ». Ékone ne posa aucune question. Il fit demi-tour et laissa la porte ouverte. Ce soir-là, le village entendit le tambour des morts. Un rythme lent, sourd, ancien. Un battement que même les crocodiles reconnaissaient. Tous se réunirent. Hommes, femmes, enfants. Les regards étaient bas. Les cœurs, serrés. Ékone parla enfin. Il y a longtemps, bien avant nos grands-pères. Avant même le nom des Bongoué. Une femme est sortie de l'eau. Elle était belle. Trop belle. Elle fit tomber les hommes comme des feuilles. Et chaque nuit, elle les ramenait sous l'eau. À sa tribu. Car elle n'était pas seule. Elle était une porteuse. Une passeuse entre ce monde et celui du fond. Elle n'avait pas de pied. Elle n'avait pas de maison. Et elle ne parlait jamais. On l'appelait Yéné. À ces mots, les plus vieux tremblèrent. Car ce nom, il l'avait déjà entendu. Mais l'avait cru oublié. Enterré dans les cendres du temps. Mais Ékone continua. Ce n'est pas une femme. C'est une mémoire. Une malédiction revenue. Elle vient quand les hommes oublient le respect. Quand les désirs dominent la parole. Quand les jeunes rient des interdits. Elle est revenue. Car on l'a appelée. Par les regards trop longs. Par les promesses qu'on ne respecte plus. Par les tambours devenus vides. Le silence tomba. Lourd. Dense. Et terrible. Les anciens comprirent. Ce n'était pas une nouvelle menace. C'était un ancien cycle, revenu réclamer son dû. Ékone ordonna alors qu'on ouvre la grotte du nom perdu. Lieu interdit depuis 3 générations. Une faille dans la pierre, derrière le marché abandonné. Un endroit où la terre parle. Où les ossements suintent des murs. Là où les tambours n'entrent pas. On alluma 3 torchers. On descendit. Et là, sur la roche froide, gravée dans un cercle ancien, on retrouva un dessin oublié. Une femme aux yeux d'étoiles. Aux jambes fondues en queue de poisson. Entourée de 7 serpents féminins, et d'un homme sans visage, qui tendait sa main. Les anciens traduisirent. Celle qui revient par le désir. N'aura de fin que par l'oubli. Mais comment oublier Yéné? Comment oublier ce regard? Ce corps fait pour la perte? Cette présence qui obsède même les hommes sages? Même les anciens savaient qu'ils ne pouvaient pas la regarder trop longtemps. Car Yéné, ce n'était pas seulement une malédiction. C'était un miroir. Un miroir tendu au cœur des hommes. Un miroir de leur faiblesse. Ékone ordonna un rituel. Un rituel interdit. Un rituel de désactivation du lien entre l'eau et le feu du désir. On creusa un cercle de feu. On mit au centre une statue de femme sans visage. Autour, on planta des pics d'ossements de poissons anciens. Les anciens récitèrent des noms oubliés. Des mots qui font trembler la langue. Des mots qui n'existent plus que dans la peur. Mais à l'instant où le rituel atteignit son point culminant, un cri déchira la nuit. Un cri venu du fleuve. Un cri humain, mais porté par une centaine de bouches. Les torchers s'éteignirent. Le vent se leva. Et dans l'obscurité, une voix résonna. Vous ne pouvez pas rompre un lien que vous nourrissez chaque nuit. Le feu s'éteignit d'un coup. La statue fondit en eau. Et au sol, là où se trouvait la statue, il n'y avait plus rien. Que des écailles. Ce soir-là, les anciens comprirent. Yéné n'était pas simplement revenue. Elle n'était jamais partie. Elle attendait simplement que les hommes soient assez faibles pour la revoir. Et sous l'eau, dans un royaume de silence, les autres l'attendaient. Les sœurs, les serpents, les filles du fond. Elles dansaient, elles chantaient, et elles avaient faim. À Ebongoué, la peur n'était plus une rumeur. Elle avait un nom, un regard, et une promesse. Yéné. Dans chaque histoire de ténèbres, il y a toujours un homme. Pas un héros, pas un sauveur, mais un homme. Assez fou pour marcher vers l'ombre avec les yeux ouverts. À Ebongoué, cet homme s'appelait Makumba. Il n'était pas le plus fort, ni le plus beau, ni même le plus respecté. Mais il avait quelque chose que les autres avaient perdu. La mémoire du silence. Makumba vivait à la lisière du village. Entre les grands fromagers et les hautes termitières. Il parlait peu. Il écoutait beaucoup. Et surtout, il n'avait jamais regardé Yéné. Jamais. Pas une seule fois. Quand les autres s'arrêtaient. Quand les garçons faisaient des paris stupides. Quand les hommes riaient en se battant pour savoir qui oserait lui parler. Makumba, lui, fermait les yeux.
ou bien il tournait le dos. Un jour, un vieil aveugle vint lui parler. Un ancien voyageur. Un errant. Il disait venir de loin, de plus loin que la savane et les montagnes. Il s'asseya près du feu de Macumba et dit simplement. Tu es né avec les yeux fermés sur elle. Tu es le dernier caillou sec dans une rivière en crue. Et elle le sait. Macumba ne répondit pas. Mais cette nuit-là, il ne dormit pas. Au village, les disparitions se faisaient plus violentes. On retrouvait des traces. Des ongles. Des mèches de cheveux. Parfois un crâne rongé. Posés comme des avertissements au bord de l'eau. Et pourtant, chaque jour, Yéné revenait. Toujours silencieuse. Toujours assise. Toujours obsédante. Alors, Macumba prit une décision que personne n'aurait cru possible. Il décida d'aller lui parler. Pas pour la séduire. Pas pour la repousser. Mais pour comprendre. Car tout ce que l'homme ne comprend pas, le dévore. Et Macumba ne voulait pas être mangé dans l'ignorance. Il marcha à l'aube, avant que le village ne s'éveille. La brume flottait comme un voile sur le monde. Les oiseaux ne chantaient pas. Même le vent semblait hésiter. Et là, elle était. Yéné. Assise. Les pieds dans l'eau. Macumba s'arrêta à 10 pas. Il la regarda. Et ce fut comme plongé dans un puits sans fond. Ses yeux n'étaient pas seulement beaux. Ils étaient anciens. Trop anciens. Comme si des milliers de mémoires vivaient dedans. Elle tourna lentement la tête vers lui. Et sourit. Pas un sourire cruel. Pas un sourire charmeur. Un sourire de reconnaissance. Comme si elle savait. Comme si elle disait. Enfin. Mais Macumba ne bougea pas. Il ne parla pas. Il posa simplement un petit tambour à ses pieds. Un tambour sculpté dans un bois que seuls les devins utilisent. Et sur le cuir tendu, il y avait une phrase gravée en rouge. Ce que l'eau prend, le feu peut rendre. Elle baissa les yeux. Elle toucha doucement le tambour. Et pour la première fois, elle parla. Sa voix n'était pas humaine. C'était un mélange. Un mélange de vent, de pleurs, de rires lointains et de bulles noyées. Une voix qui n'appartient à aucun monde. Tu es différent, Macumba. Tu n'as jamais voulu me prendre. Tu n'as jamais voulu me fuir non plus. Tu n'as pas peur de moi. Et pourtant, tu devrais. Tu n'as pas de désir. Et pourtant, je sens ton feu. Macumba parla alors. Je veux savoir. Pas pour moi. Mais pour eux. Pour ceux que tu prends. Pour ceux qui t'attendent sans le savoir. Yéné le fixa. Longtemps. Puis elle murmura. Je suis venue. Parce qu'on m'a appelé. Chaque regard m'a sculpté. Chaque mot sali m'a nourri. Je ne suis pas une bête. Je suis leur reflet. Et en dessous, mes sœurs attendent. Elles sont nombreuses. Trop nombreuses. Ce que je prends, je le donne à elles. Et ce que je garde, c'est pour moi. Macumba frissonna. Pas de froid. De vérité. Il demanda. Peut-on rompre le lien? Peut-on te renvoyer? Elle sourit tristement. Le lien ne vient pas de moi. Il vient d'eux. Brise leur chaîne, et je partirai. Mais tant qu'ils regardent l'eau en rêvant de la posséder. Je resterai. Et je prendrai. Encore. Ce soir-là, Macumba retourna au village. Il ne parla pas. Mais il se mit à travailler. Jour après jour. Il grava des talismans. Il sculpta des masques. Il fabriqua des colliers faits d'os et de sel. Et surtout, il parla aux enfants. Il leur racontait la vérité. Pas la légende. Pas le mystère. Mais ce qu'elle était réellement. Une conséquence. Un miroir. Mais tous ne voulaient pas écouter. Certains disaient qu'il avait été ensorcelé. D'autres disaient qu'il était amoureux. Et quelques-uns, jaloux, osèrent s'approcher de Yéné la nuit. Ils voulaient tester sa parole. Ils ne revinrent jamais. Alors Macumba comprit que la parole seule ne suffisait pas. Il fallait voir. Il fallait plonger. Une nuit de pleine lune, il retourna au bord du fleuve. Yéné l'attendait. Il s'agenouilla. Il dit. Montre-moi. Montre-moi ce que tu es. Montre-moi ce qu'ils ne veulent pas voir. Elle le regarda. Et sans un mot, elle tendit la main. Macumba la prit. Et l'eau l'avala. Sous la surface, il découvrit un monde d'écailles, de cendres, de souvenirs figés. Des hommes flottants, les yeux ouverts. Les corps intacts mais sans âme. Des visages connus. Des frères. Des amis. Et autour d'eux, les sœurs de Yéné. Belles. Féroces. Immortelles.
Macumba cria sans bouche. Mais il comprit. Il comprit que ce lieu n'était pas l'enfer. C'était un miroir englouti. Chaque homme y portait sa propre condamnation. Leur reflet. Leur choix. Leur faute. Quand il revint à la surface, Yéné le regarda, silencieuse. Elle dit seulement. Tu as vu. Maintenant, choisis. Macumba se leva. Et pour la première fois, il pleura. Non de peur, mais de compréhension. Il avait une mission désormais. Briser les désirs qui nourrissent l'abîme. Et pour cela, il allait devoir affronter non pas Yéné, mais les hommes eux-mêmes. Quand un homme revient de l'eau avec des larmes salées, il n'est plus un homme. Il devient un témoin. Mais dans les terres d'Afrique ancienne, la vérité n'est pas toujours un remède. Elle est parfois une gifle. Parfois, une braise qu'on refuse de tenir. Macumba, lui, tenait la braise à pleine main. Le matin qui suivit sa plongée, il rassembla le village. Les vieux, les jeunes, les enfants. Même les anciens sortirent de leurs cases. Silencieux, mais à l'écoute. Et il parla. J'ai vu. J'ai vu ce que vous ne voulez pas voir. Ce que vous nourrissez chaque nuit. Ce que vos désirs bâtissent en silence. Sous l'eau, il y a nos frères. Nos amis. Nos pères. Mais ce ne sont pas les eaux qui les ont pris. C'est nous. Il raconta tout. Les âmes figées. Les sœurs de Yéné. Le pacte ancien. La vérité cachée sous les regards concupiscents. Mais au lieu de l'écouter, beaucoup rirent. D'autres crachèrent à ses pieds. Certains le traitèrent de fou. De maudit. Car ce qu'il disait, c'était trop. Trop dur. Trop proche. Trop vrai. Mais Macumba ne céda pas. Il continua. Il visita chaque case. Il parla à chaque femme. À chaque homme. Il gravait des symboles sur les portes. Distribuait des colliers de sel et de piment. Brûlait des encens faits d'écorce interdite. Il chanta même des chants anciens. Des prières que seuls les griots muets connaissaient encore. Et petit à petit, quelques-uns commencèrent à l'écouter. Une vieille femme, nommée Mbanza, s'approcha un soir. Elle était la doyenne des sages-femmes. Celle qui avait vu naître 3 générations. Elle dit à Macumba. Je t'ai vu. Dans mes rêves. Tu portais une flamme dans la bouche. Et autour de toi, les morts t'écoutaient. Macumba hocha la tête. Elle dit encore. Je peux t'aider. Mais tu dois rassembler cette cœur pur. Cette âme sans orgueil. Qui oseront regarder la vérité sans baisser les yeux. Alors il partit en quête. Pas d'armes. Pas de guerrier. Mais d'être capable de résister à Yéné. Le premier fut Loba, un garçon sourd. Loba ne connaissait ni le chant, ni le désir. Il parlait avec ses mains, mais ses yeux voyaient ce que les autres oubliaient. Le deuxième fut Ngoma, une veuve. Elle avait perdu 3 fils à la rivière. Mais son cœur n'était pas rempli de haine. Juste de silence. La troisième, Aya, une enfant albinos. Rejetée depuis sa naissance. Mais capable de ressentir la présence de l'invisible à chaque battement de vent. Puis Vinrba, le forgeron. Kédi, la muette qui chantait dans ses rêves. Akon, le fou que tout le monde craignait. Et enfin Sita, la fille du chef. Celle qui avait vu son fiancé disparaître une nuit de pleine lune. 7 cœurs battants. 7 souffles unis par la peur, et la foi. Mbanza les prit en cercle. Elle leur donna chacun un nom nouveau. Un nom ancien. Un nom de résistance. Vous êtes le mur. Vous êtes la digue. Vous êtes les derniers. Si vous tombez, le fleuve montera. Et le monde entier boira la mémoire de Yéné. Pendant 7 jours. Ils jeûnèrent. Pas de viande. Pas de sel. Pas de rire. Seulement des histoires. Des visions. Des larmes. Ils récitèrent les noms des disparus. Gravèrent les visages dans la poussière. Puis brûlèrent les dessins pour les offrir au feu. Et la nuit du 7e jour. Le fleuve gronda. Des tambours se mirent à battre sous terre. Des rêves se mirent à saigner. Yéné apparut. Pas sur la berge. Mais au centre du village. Marchant pieds nus sur la poussière. Son corps mouillé. Mais ne laissant aucune trace. Elle fixa Macumba. Tu m'as appelé. Tu as réveillé ce qui dort sous les vagues. Tu veux briser ce lien. Mais tu oublies. Ce lien, c'est eux. Et elle tendit la main. Autour d'elle, les hommes commencèrent à trembler. À baver. À marcher vers elle. Mais les 7 résistants formèrent un cercle. Un cercle de mots anciens.
Un cercle de tambours. Un cercle de mémoire. Ils ne parlaient pas. Ils incarnaient. Ils dansaient. Pas pour plaire. Mais pour réveiller la terre. Le sol s'ouvrit. Une lumière rouge monta. Des voix se mirent à hurler. Des voix d'en bas. Des voix oubliées. Des voix enchaînées. Yéné poussa un cri. Un cri d'eau et de feu. Elle tenta d'avancer. Mais à chaque pas, le cercle de résistance brillait plus fort. Macumba s'avança. Je ne veux pas te détruire. Je veux qu'ils se voient. Je veux qu'ils comprennent. Je veux qu'ils choisissent. Et là, un miracle se produisit. Les hommes, un à un, reculèrent, baissèrent les yeux, brisèrent leurs propres reflets. Yéné tomba à genoux. Son corps devint brume. Sa voix se fissura. Et dans un dernier souffle, elle murmura. Je ne suis qu'un rêve. Un rêve trop longtemps nourri. Puis elle s'éteignit. Comme une flamme sans bois. Comme un souvenir sans porteur. Mais la paix ne revint pas immédiatement. Car même quand la malédiction part, le combat contre l'oubli commence. Macumba le savait. Il devint gardien des reflets. Pas pour empêcher Yéné de revenir. Mais pour que plus jamais, le désir ne fabrique de déesses dévoreuses. Et à Ebongwe, les jeunes grandirent avec des contes. Des contes d'eau. Des contes de silence. Des contes de vérité. Et la rivière resta là. Belle. Mystérieuse. Mais désormais respectée. L'eau ne garde rien. Mais elle n'oublie jamais. Elle efface les traces des pas. Mais conserve l'écho de ceux qui sont tombés. Des années avaient passé depuis la disparition de Yéné. Le fleuve coulait encore. Paisible. Sans cri. Sans fin. Mais ceux qui savaient, ceux qui avaient vu, ceux qui avaient résisté, n'avaient jamais cessé de surveiller le miroir. Macumba était devenu vieux. Ses cheveux étaient gris comme la cendre du baobab séché. Ses mains tremblaient, mais ses yeux voyaient plus loin que jamais. Il ne parlait presque plus. Il marchait chaque matin jusqu'à la berge, déposait quelques feuilles de cola, et chuchotait des noms dans l'eau. Des noms oubliés. Des noms d'hommes qui n'avaient jamais été retrouvés. Des noms qu'il refusait de laisser s'enfoncer dans l'oubli. Au village d'Ebongwe, la vie s'était réorganisée. Les jeunes n'allaient plus jouer au bord de l'eau. Les hommes ne plaisantaient plus sur la beauté des filles sans nom. Les femmes racontaient l'histoire de Yéné avec prudence. Comme on manipule une calebasse pleine de secrets. Mais l'homme est homme. Et l'oubli est un feu doux, qui finit toujours par ronger la mémoire. Une nouvelle génération avait grandi. Ils n'avaient pas connu la peur. Pas vu les disparitions. Pas entendu les chants des mortes. Et déjà, certains commençaient à douter. Est-ce que Yéné a vraiment existé? Ce n'était qu'un conte pour nous faire peur. Si elle existait, pourquoi n'est-elle jamais revenue? Les anciens se taisaient. Mais leur regard devenait lourd. Comme si un mauvais vent recommençait à souffler. Un jour, un garçon, nommé Kossi, âgé de 18 saisons, fit ce que nul n'avait osé depuis longtemps. Il marcha jusqu'à la rivière. Seul. Poussé non pas par la curiosité, mais par l'arrogance. Il avait entendu les récits. Il avait ri. Et dans son cœur, il pensait pouvoir vaincre les légendes avec son rire. Il s'assit là, sur la pierre plate. Comme Yéné autrefois. Il attendit. L'eau était calme. Le vent était doux. Rien. Il se leva, jeta un caillou dans l'eau. Rien. Il rentra au village en riant. Mais la nuit, l'eau murmura à nouveau. Une silhouette surgit du fleuve. Pas Yéné. Non. Quelque chose de plus jeune. De plus vif. De plus affamé. Le village se réveilla en cris. Les poules hurlaient sans raison. Les chiens pleuraient. Et les tambours se mirent à battre, tout seuls. Macumba ouvrit les yeux. Il savait. Il appela les anciens résistants. Ceux qui étaient encore vivants. Aya, l'enfant albinos devenue guérisseuse. Ngoma, la veuve qui n'avait jamais cessé d'allumer des feux. Sita, la fille du chef, qui gouvernait désormais avec douceur. Tous vinrent. Ils savaient. Car l'eau avait été réveillée. Et ce qui avait été contenu n'avait pas été détruit. Macumba rassembla le village. Pour la dernière fois. Il s'assit au centre de la grande place. Son regard était fatigué, mais sa voix était celle du tonnerre. Vous avez ri. Vous avez oublié. Et maintenant, l'eau vous réclame. Pas par vengeance. Par mémoire. Ce que nous avions enfermé dans les silences.
Vous l'avez réveillé dans vos moqueries. Mais écoutez-moi bien. Ce n'est pas Yéné qui revient. C'est le reflet de votre orgueil. Il raconta à nouveau l'histoire entière, sans rien omettre, sans chercher à faire peur, juste à faire comprendre. Et cette fois, les jeunes écoutèrent. Le rire avait disparu. Le fleuve grondait. Cette nuit-là, Macumba prit un dernier voyage. Il marcha vers la rivière. Lentement. Le dos droit. La bouche pleine de paroles anciennes. Arrivé au bord de l'eau, il s'agenouilla, posa sa main sur la surface, et chuchota. Je t'ai vue. Je t'ai comprise. Et je t'ai respectée. Maintenant, prends ce que tu veux. Mais laisse le reste vivre. L'eau l'enveloppa doucement. Aucune trace. Aucun cri. Seulement une brume fine. Et un silence pur. Macumba avait rejoint l'autre rive. Non pas pour être mangé, mais pour garder. Le lendemain matin, la rivière était paisible. Un collier de coquillages flottait au centre. Et au fond de l'eau, on aurait dit que quelqu'un veillait. Les enfants ne jouèrent plus jamais près de la berge. Mais ils venaient y déposer des récits, des chansons, des dessins gravés dans la terre. Et dans chaque conte, on ne parlait plus seulement de Yéné, mais de Macumba, des Sept, et de cette vérité sacrée. Ce que l'eau prend, ce n'est pas le corps, c'est le souvenir qu'on refuse de porter. Aujourd'hui encore, dans les profondeurs de l'Afrique, au bord de certains fleuves, des anciens chuchotent cette histoire aux enfants, pas pour leur faire peur, mais pour leur apprendre à regarder. Regarder l'eau, regarder leur désir, regarder leur pouvoir de créer, ou de détruire. Car la dernière leçon de l'eau, c'est celle-ci. Ne désire pas ce que tu ne peux respecter. Ne regarde pas ce que tu ne comprends pas. Et ne parle jamais à l'eau, si tu n'es pas prêt à l'écouter.